Bonsoir à tous. Alors, je suis assez impressionné parce qu'il y a quand même beaucoup de monde là. Il y a du monde qui continue à arriver. Voilà, donc alors moi je suis chercheur au CNRS, Centre national de la recherche scientifique. Je suis géographe, mais spécialisé en géographie physique, en géomorphologie des littoraux. Et voilà, j'étudie la dynamique du littoral. Et c'est vrai que le littoral de Guyane, sous l'influence de l'Amazone, est vraiment un terrain de jeu pour nous qui est vraiment exceptionnel, tant les mouvements sédimentaires et le développement des écosystèmes qui suivent sont rapides. Voilà, donc oui, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on travaille sur ce chantier. Il y a encore énormément de choses à faire. Donc on a encore des belles années de travaux et de terrain devant nous. Voilà, donc je vous présente donc quelques résultats, un peu un état des connaissances sur ce littoral de Guyane qui subit donc une instabilité chronique, on verra pourquoi. Hein, c'est-à-dire que on a des mouvements répétés de recul ou d'avancée de la côte. Et on va voir ce que l'on sait aujourd'hui des effets du changement climatique sur ce littoral. Alors je vais commencer, alors vous verrez que j'ai mis quand même pas mal de photos pour illustrer maximum, donc je vais commencer par cette photo. Vous voyez la ville de Cayenne en 2012, vous voyez que la ville de Cayenne est ceinturée d'une forêt de mangroves qui commence à être érodée, vous voyez, qui commence à partir là devant Chaton. Et puis, quelques années plus tôt, vous voyez que la ville de Cayenne avait accès, un accès à la mer. Donc on voit de la mangrove dans l'estuaire de la rivière de Cayenne derrière, là, mais les anses devant le centre-ville sont dégagées de vases et de mangroves. Autre exemple d'instabilité côtière, je ne sais pas si vous reconnaissez ce bâtiment, c'est le restaurant L'Oasis sur la plage de Rémire. Alors, j'ai plus la date exacte, mais on devait être au début des années 2000. Vous voyez, au début des années 2000, on avait mis les enrochements devant le restaurant pour protéger de l'érosion de la plage. 2 ans plus tard, le restaurant est ici, hein, vous voyez qu'on a plus de 100 mètres de plage devant le restaurant. Donc, les mouvements, vous voyez, sont de grande ampleur, sont très rapides et concernent aussi bien les bancs de vase, la vase de la mangrove que le sable. Autre exemple qui illustre ce qu'on peut voir sur le littoral de Guyane. On est ici sur le littoral de la crique Iracombe-Papi, dans la région de Mana, juste avant les rizières les rizières de Mana, ouais. Et vous voyez donc ces bâcherets là, ces forêts de palmiers vaches qui sont en train d'être érodées. Et ces espèces de jeux de mikado, de troncs d'arbres qui encombrent la plage. Alors, après donc avoir un peu rappelé les différents paysages qu'on pouvait trouver sur le littoral guyanais, on va maintenant essayer de comprendre les causes de cette grande variabilité. Alors les causes, elles viennent de l'Amazone. On est à quelques centaines de kilomètres de l'embouchure de l'Amazone, qui, je le rappelle, alors je ne sais pas si vous voyez, est le plus gros fleuve au monde en termes de débit liquide, qui aussi amène des quantités très importantes de sédiments qui se jettent dans l'océan Atlantique. Donc ces sédiments ensuite vont remonter, on va voir une partie de ces sédiments va remonter le long du littoral jusqu'au Venezuela. Donc juste à titre d'exemple, l'Amazone c'est à peu près 100 fois
100 fois le Maroni, qui est pourtant un gros fleuve déjà pour nous. Maroni, c'est à peu près 2 fois la Seine. Donc ça veut dire que c'est 200 fois la Seine. Donc vous voyez, c'est plus de 6 millions de kilomètres carrés et en moyenne 210 000 mètres cubes de débit. Alors, chaque année, l'Amazon rejette entre 750 millions et 1 milliard de tonnes de sédiments, et essentiellement des sédiments fins, des matières en suspension, limon, argile. Et 15 à 20% de ce rejet va alimenter le système bande-base qui va se former au nord de la côte de l'Amapá. Alors, les mécanismes, c'est qu'on a une zone ici, vraiment devant, au droit de l'embouchure de l'Amazone, où se situe la zone de turbidité, le front de turbidité maximum, et où on a beaucoup de dépôts de sédiments qui vont alimenter ce qu'on appelle le delta subaquatique de l'Amazone. Vous voyez ici ce prisme vaseux. Et on va avoir donc les 15 à 20% de sédiments qui vont être transportés par les courants, alors plutôt par les transports par le fond, le long de la côte de l'Amapá, et qui vont venir s'accumuler dans ce secteur qu'on appelle ici, vous voyez, la zone de formation des bandes bases. Vraiment, là, on est à la frontière entre le Brésil, donc l'état de l'Amapá, la région des Caps, Cap Cassiporé, Cap Orange, Pointe Béhague, et la Guyane française. Donc c'est à partir de ce secteur des caps, la zone de formation des bancs de base, que des bancs individuels vont se détacher et vont migrer le long de la côte jusqu'au delta de l'Orénoque. Donc on est sur le littoral vaseux le plus étendu au monde, environ 1600 km de côte. On est sur le littoral, un des littoraux les plus instables au monde aussi. On a donc, vous voyez, ces taches rouges, ce sont les empreintes des bancs de base le long de la côte. Il y en a entre 20 et 30 sur tout le littoral. Alors, un banc de base, en moyenne, c'est à peu près 15 à 20 km de large, 40 km de long et jusqu'à 5 mètres d'épaisseur. On va dire en moyenne 3 mètres d'épaisseur. Donc si vous faites un petit calcul, chaque banc de base, c'est entre 2 et 3 milliards de mètres cubes. Et il y en a, vous voyez, donc tout un train qui migre à des vitesses très variables. Vous avez ici les vitesses de migration. Ça marche. Vitesse de migration ici des bancs de base. Le long de la côte du Guyana, du Suriname et de la Guyane française, on est en moyenne en Guyane autour de 2 km par an. Voilà. Et entre deux bancs de base, on a ce qu'on appelle les secteurs interbancs. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Bon, alors, on a bien décrit les mécanismes, les déplacements, la morphologie de ces bancs de base. Par contre, il reste encore énormément de questions, notamment sur les mécanismes qui contrôlent le piégeage de la vase dans ce secteur de la côte, sur aussi les mécanismes qui génèrent à l'origine de la genèse des bancs de base. Pourquoi est-ce que épisodiquement on a un lambeau de vase qui se détache et qui migre le long de la côte? On a quelques idées, mais on n'a pas encore les données pour le prouver. Et puis, voilà, les mécanismes qui font que on a cette vase qui traverse et qui migre jusque, je vous le disais, au delta de l'Orénoque, ici. Pardon. Le delta qui est assez intéressant parce que, du coup, dans sa partie orientale, il est formé en partie par des sédiments amazoniens. Donc, la partie occidentale, elle est vraiment formée avec les sédiments de l'Orénoque, mais dans sa partie orientale, il a une double alimentation. Voilà, alors ce que je vous disais tout à l'heure, entre deux bancs de base, vous le voyez sur cette image satellite, un banc de base ici dans la région de Kourou, et ici dans la région de Sinnamary, on a ce qu'on appelle les espaces interbancs. Espaces interbancs où les vagues, où la houle vient
attaquer la côte, hein, vient éroder la mangrove, et quand il n'y a plus de mangrove, vient aussi donc attaquer les anciens cordons sableux, ce qu'on appelle les cheniers, hein, en Guyane. Voilà. Alors, un banc de vase est constitué, vous voyez, d'une zone intertidale hein, qui se situe dans la zone de balancement des marées, sur laquelle la mangrove va pouvoir se développer, on le voit ici. Et puis, une zone subtidale qu'on ne voit pas, qui est sous l'eau, hein, qui est très constituée de vases très fluides et qui a un rôle extrêmement important dans la protection de la côte, puisque sur cette partie du banc de vase, les houles vont venir s'amortir complètement. Donc c'est pour ça que les bancs de vase jouent un rôle extrêmement important dans la protection du littoral. Et il faut penser que si on n'avait pas de banc de vase en Guyane, on aurait une érosion totale hein, de tout le littoral guyanais. Parce que je rappelle qu'on est quand même exposé à des houles atlantiques qui peuvent être très énergétiques. Donc alors, voici un petit modèle, schématisation hein, de la dynamique du modèle de migration d'un banc de vase. En fait, on a les houles qui viennent attaquer l'arrière du banc. Vous voyez, on n'a plus la vase fluide qui est devant, qui protège, donc les houles vont venir attaquer. Donc elles vont attaquer aussi la mangrove. Les sédiments qui sont érodés par la houle ici vont être transportés vers l'avant des bancs de vase, et c'est comme ça, par roulement, que les bancs de vase vont migrer le long de la côte. Le principal moteur de la migration des bancs de vase sont les houles. Donc, pas les courants, ce sont les houles. Voilà. Et donc, sur ces bancs de vase, vous voyez, on a de la mangrove qui se développe hein, et qui peut atteindre de grandes surfaces. Alors, quelques photos. Oui, mais après, peut-être non. Ouais. Quelques photos, oui, bien sûr. Hein. Quelques photos de différentes étapes en fait hein, de structuration d'un banc de vase. Donc ça, c'est l'étape qui est la plus, la moins agréable pour nous. Vous voyez, quand on va travailler sur ce milieu, bah, le monsieur que vous voyez là, il est assis là, Sandrick. On est dans un chenal. Vous voyez, c'est de la ici, c'est une espèce de yogourt. Voilà. Et donc, bon, c'est pas très facile. Et après, au fur et à mesure, alors là, on a de la vase un petit peu plus consolidée, mais quand on reste en stationnaire trop longtemps, vous voyez que là, on s'enfonce. Ça, c'était un de nos étudiants, la Rampez, qui a installé une station autonome sur le banc de vase avec, vous voyez, les panneaux solaires. Et voilà. Donc, c'était aussi des fois un peu compliqué. Et puis, au fur et à mesure que la vasière se consolide, sous l'effet des marées, de l'immersion par la marée, on va avoir des développements, vous voyez, algo, là, de biofilms, hein, qui vont coloniser la surface, qui vont contribuer à la consolidation de la vasière. Et au fur et à mesure que ces vasières se consolident, hein, on va avoir les formations de ces fentes de dessiccation. Alors, on n'est pas dans un pays du Sahel ici, désertique, hein, on est sur une vasière, sur la vasière de Wankourou, à l'époque, hein, puisque là on était en 2010. Alors, vous voyez que bon, il y a des luges, on se demande ce qu'il fait avec des luges en Guyane, mais les luges, on le verra, là on s'en sert beaucoup pour traîner du matériel hein, sur la vase fluide. Voilà. Et au fur et à mesure que la vasière se consolide, vous voyez, les fentes deviennent de plus en plus marquées, les fentes de dessiccation. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, la vasière est colonisée par de la mangrove à des vitesses très rapides. Et je vais pas en parler ici parce que ça pourra faire l'objet d'une autre présentation d'un collègue de l'IRD là, qui n'est pas là en Guyane en ce moment, mais qui, je pense, fera très volontiers vraiment une présentation sur les mangroves. Voilà, et vous voyez, en l'espace d'une marée, on peut très bien avoir un apport important de vases très fluides. Hein, imaginez qu'on était là la veille, le lendemain, on a eu un apport très massif de vases
au 10 sur 20 cm d'épaisseur, de vase très très fluide. Donc ça, c'est lié à des conditions de forte houle et de grande marée, hein, qui ont apporté de la crème de vase qui ont déposé sur la vasière. Donc là, vous voyez l'utilité de la luge pour, déjà, nous permettre de ne pas trop nous enfoncer et puis transporter du matériel. Voilà. Ensuite, une fois que la mangrove, vous voyez, au bout de 3 ans, on a un véritable couvercle forestier, hein, avec donc déjà de la compétition qui a permis à certains arbres de pousser plus que d'autres. Il y a beaucoup de mortalité. Et au fur et à mesure, on va tomber dans les secteurs les plus abrités sur des vieux peuplements de mangroves. Ici, on a ces rhizophora. Alors, c'est pas la même espèce, hein, mais je vais pas rentrer dans le détail des espèces de palétuviers. Là, on a Rhizophora, l'espèce palétuvier à échasse. Là, on est à Montagne d'Argent, donc dans la baie d'Oyapock, où on a des peuplements à plus de 45 mètres de haut de ces Rhizophora qui sont vraiment spectaculaires. Voilà, et puis lorsque vous vous souvenez, la vase fluide qui était devant, qui protégeait la côte, est partie, bien la houle peut arriver, vous le voyez ici, et bien attaquer la côte. Et si bien que, vous voyez, on retrouve ici nos formes de dessiccation, hein, qui sont érodées par les vagues, qui viennent donc lécher ce talus-là, et puis la mangrove, ici la jeune mangrove, qui est emportée par les vagues. Voilà, et autre facette, alors ça on ne le voit pas très très souvent, mais on peut avoir des champs ce qu'on appelle des champs de galets. Donc les galets, c'est ce qu'on a vu, c'est le produit de l'érosion de ces formes de dessiccation, qui ensuite sont roulés par les courants, par les vagues, et qui vont être ensuite déposés sous la forme de champs de galets. Les galets mous, alors là-dedans, c'est une horreur hein, d'évoluer dans ces milieux-là, parce qu'on en a jusque-là et c'est très très compliqué. C'est pour ça qu'on a peu de connaissances, peu de mesures physiques sur des déplacements de sédiments dans ces faciès-là. Voilà. Alors, juste, je voulais faire un petit rappel sur... je ne rentre pas dans les détails sur les mangroves. Hein. Ici, je rappelle juste quelques chiffres hein, sur les surfaces de mangroves et l'état des mangroves à l'échelle des Guyanes. Guyane, on a environ 52 000 hectares de mangroves. Des mangroves qui sont en très très bon état écologique. Parmi même les plus belles mangroves au monde, sans exagérer, hein, et qui sont relativement préservées puisque on est sous des lois européennes, des directives européennes de protection de ces milieux. Par contre, ce qui est plus embêtant, c'est chez nos voisins au Suriname, notamment dans certains secteurs, soit au nord de Paramaribo, vers le temple bouddhiste, je ne sais pas si vous connaissez, où là on a des gros problèmes d'érosion, et à l'ouest, vers la frontière avec le Guyana, dans la région de Coronie, on a vraiment des gros problèmes qui sont liés à de la déforestation pour de l'agriculture. Et au Guyana, il y a eu des gros aménagements qui ont été faits dans les années 50-60, initiés à l'époque des Anglais. On verra des photos avec vraiment une bétonisation du littoral pour protéger les cultures en arrière sur la plaine côtière, ce qui pose aujourd'hui des gros problèmes au pays. Il y en a, il faut savoir que même la ville de Georgetown aujourd'hui est menacée par l'érosion et par la submersion, parce qu'on n'a plus de grandes bases qui viennent se déposer et plus de mangroves qui viennent protéger la côte. Voilà, alors quelques exemples. Vous voyez, je vous disais que les mangroves de Guyane sont en très très bon état. Ici, on a une photo des mangroves au niveau de la pointe Béag. Vous voyez, on a donc ces mangroves qui colonisent donc, les secteurs les plus consolidés du banc de vase et qui peuvent donc se développer
plusieurs centaines d'hectares par an. C'est très 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 rapide. Autre exemple, ici on est toujours dans la baie de l'Oyapock aussi, où on a des grands peuplements majestueux ici d'Abyssinia. Voilà, et ça pour dire que, montrer que dans des conditions naturelles comme ce qu'on a en Guyane, on a vraiment un rôle important des mangroves et des bancs de vase qui vont permettre l'accumulation de sédiments et la protection du littoral. On a une boucle de rétroaction positive qui est extrêmement importante et qu'il faut vraiment préserver pour assurer un bon fonctionnement du littoral et une bonne protection aussi de la côte. Par contre, quand on va un petit peu plus à l'ouest, j'en parlais tout à l'heure, on a eu des aménagements lourds, vous voyez, on a fait des digues, on a enroché, et vous voyez, on a de la vase qui se dépose, mais pas suffisamment, et la mangrove ne peut plus se développer, parce que les conditions ont été complètement modifiées, et on a, sous l'effet des moules qui viennent se casser directement sur ces aménagements, beaucoup plus de turbulences qui empêchent le sédiment de se déposer correctement. Et donc, sans le sédiment, la mangrove ne pousse pas. Alors, on a eu un cas quand même en Guyane d'impact négatif d'aménagement sur la dynamique de la mangrove, c'était les rizières de Mana. Les rizières de Mana, avec tout le réseau hydraulique de drainage a formé des points un peu durs qui ont permis à la houle d'attaquer très fortement ce polder. Et donc on a ce travail qui a montré que vraiment le secteur où on avait les rizières, c'est le secteur où on a eu le plus d'érosion, alors qu'en amont ou en arrière ou en aval des rizières, l'érosion était, on va dire, moins importante. Donc là, ça prouve que les aménagements sur le littoral génèrent des perturbations très importantes et engendrent une forte érosion en période d'intervent. Voilà, et là, tout à l'heure, on parlait de conditions naturelles. Là, lorsqu'on a un littoral dégradé avec présence d'aménagement, ici une digue, on va avoir donc de l'érosion et un départ de sédiments, et pas de mangrove qui peut se développer. Voilà, donc si on résume sur le rôle des bancs de vase et de la mangrove dans la protection de la côte, en conditions naturelles, on a vraiment une bonne stabilité et une bonne protection de la côte. Mais attention, ce que j'ai mis ici en travers, c'est la mangrove seule ne protège pas de l'érosion. Il faut qu'il y ait un banc de vase. S'il n'y a que la mangrove, on l'a vu, la mangrove, quand le banc de vase est parti, la mangrove a été érodée. On a mesuré, le collègue de l'IRD, qui travaille pas mal sur ces questions-là, a mesuré des taux de recul de mangrove qui peuvent atteindre 500 mètres par an. Parce qu'on n'a plus de sédiments devant qui protègent la côte. Donc c'est très très rapide. On bat des records mondiaux en termes de fluctuation du trait de côte. C'est extrêmement, vous voyez, massif en termes de mouvement. Voilà. Et alors oui, cette photo pour montrer que au Guyana, il y a une prise de conscience de l'importance de préserver la mangrove. Il y a eu énormément de financement de la FAO et d'organismes internationaux. Ça a coûté des millions de dollars
pour replanter de la mangrove. Mais lorsque le sédiment n'est pas là, eh bien, ces programmes de replantation se traduisent souvent par des échecs. Il faut savoir que même dans le monde, à peu près 70 à 80% des programmes de replantation de mangroves sont des échecs. Parce que les conditions naturelles de développement de la mangrove ne sont pas respectées et donc ou ne sont plus possibles à cause de trop grandes perturbations hydrodynamiques. Et du coup, voilà, c'est très, très compliqué. Voilà, et donc, juste pour rappeler que ces bancs de vase et cette mangrove jouent un rôle extrêmement important dans la construction de la plaine côtière de Guyane, puisqu'on a effectivement des bancs de vase qui se succèdent les uns après les autres, mais le bilan net va plutôt vers ce qu'on appelle une progradation, c'est-à-dire une avancée de la terre vers la mer. Et ça, du fait de la présence de ces bancs de vase et de la mangrove associée. Voilà, donc là, on vient de parler des littoraux, enfin voilà, du rôle des bancs de vase et de la mangrove. Maintenant, on va s'intéresser aux littoraux sableux. Donc les littoraux sableux sont assez rares en Guyane et ils sont extrêmement précieux. En général, ils concentrent des enjeux importants, soit les enjeux humains avec l'urbanisation, l'île de Cayenne, Kourou, et puis la plage de l'ouest guyanais à Walaï-Alimako. Mais ils ont aussi des rôles importants en écologie, puisqu'ils servent de lieu de ponte aux tortues marines. Il faut savoir, vous savez sans doute, que jusqu'il y a une vingtaine d'années, les plages de l'ouest guyanais étaient vraiment des hotspots de pontes de tortues. Il y avait plusieurs dizaines de milliers de pontes de tortues libres par an. Et aujourd'hui, alors je n'ai pas les chiffres, mais c'est extrêmement faible, c'est quelques centaines à peine. Alors, ces littoraux sableux jouent aussi un rôle extrêmement important parce que une plage de sable est la meilleure des protections face à l'érosion. Puisque le sable est un sédiment qui est dit non cohésif, donc chaque grain de sable bouge individuellement. Donc quand on a de la houle qui arrive là-dessus, les grains de sable vont se disperser, vont absorber l'énergie de la houle quand elle vient déferler et vont s'ajuster. La morphologie va s'ajuster beaucoup plus facilement que sur un banc de vase où là on va avoir de l'érosion ou même sur un littoral bétonné, par exemple, où là l'énergie va venir taper très fortement sur la côte. Alors, et là aussi, en fait, ces littoraux sableux vont avoir des dynamiques morpho-sédimentaires qui vont être très influencées par la migration des bancs de vase. On va voir que voilà, ça a été décrit pour la première fois, ces mouvements de sable le long des plages sur l'île de Cayenne, sur des plages, on appelle des plages de poche, qui sont séparées entre les collines, que ce soit Montabo, Bourda, Montravel. Donc on a des plages, et ce qu'on aperçoit un peu là sur cette série d'images satellites, acquises à différentes dates, vous voyez, de 86, 95, 2003, 2011, c'est que le stock de sable, en fait, il se balade le long de la côte, entre les collines, entre le sud-est et le nord-ouest. Et ça, c'est lié au déplacement des bancs de vase. Et en fait, on a montré que lorsqu'un banc de vase arrivait, il allait modifier la direction des vagues et donc modifier la direction des courants qui vont transporter le sable. Alors, en état normal, on va dire sans banc de vase, on voit très très mal là, mais ici on a la direction des houles d'Alizé, c'est les houles principales qu'on a en Guyane, et qui viennent du nord-est. Donc là,
on a un transport de sédiments qui se fait du sud-est vers le nord-ouest, dans cette direction. C'est pour ça qu'on a plutôt un stock de sable qui est plus important vers l'hôtel de collectivité au niveau de Montravel. Maintenant, quand on a un banc de vase qui arrive, eh bien cette houle, en fait, elle va être diffractée autour du banc de vase, elle va contourner le banc de vase, et donc elle va changer d'orientation, et elle va attaquer la côte avec un autre angle. Ce qui fait que ce qu'on appelle la dérive littorale, le courant qui va transporter les sédiments, va être inversé, et va transporter le sable dans l'autre direction. Vous voyez, le stock qui était ici, il se déplace vers le sud-est. Après, quand la plage est complètement envasée, eh bien, en quelque sorte, la plage est figée. Il peut y avoir des mouvements liés à, quand on a des grandes marées avec de la houle, il peut y avoir des mouvements de sable, mais sinon, globalement, c'est figé, ça ne bouge plus trop. Et quand le banc de vase est en train de partir, c'est un peu ce que vous voyez sur la plage de Montjoly, eh bien, vous voyez, le sable est redistribué, on a une érosion importante au pied de Montravel, ça vous avez pu le voir, hein, une semaine à l'autre, on voit que ça recule beaucoup, et ce sable va être redistribué. Alors, il va buter sur le banc de vase, sur ce qui reste de la vase, et puis au fur et à mesure, il va être redistribué vers le nord-ouest. Alors, quelques exemples pour illustrer ça, c'est que vous voyez, on a ici des faciès, on a une très très forte érosion, là on était en 98-99 au niveau de l'exutoire des salines de Montjoly. Vous voyez, on a même atteint les tourbes holocènes, donc très très anciennes. Voilà, et puis quelques années plus tard, voilà, on a la plage qui s'est reconstituée. Vous voyez ici avec les hippomées qui se développent. Hein. Donc c'est, voilà, on a ces mouvements donc, de sable qui peuvent générer des situations extrêmement préoccupantes quand on a construit évidemment trop près de la côte. Quelques exemples, ici cet immeuble, hein, vous voyez, qui a été menacé par l'érosion, d'où ces enrochements qui ne sont pas des bonnes solutions hein, en terme. Dans l'urgence, pourquoi pas, mais quelques années plus tard, vous voyez, voilà, la plage s'est reconstituée, et puis au fur et à mesure, les blocs les enrochements disparaissent sous le sable, hein, jusqu'à ce qu'on le redécouvre lorsque ce sable va repartir. Des exemples qui prouvent que l'homme peut avoir aussi la mémoire assez courte. Voilà, le produit d'érosion. Mais comme la plage s'est reconstituée, voilà, on reconstruit derrière donc, la clôture de la maison. Voilà. Et donc on voit très bien sur cette photographie aérienne, vous imaginez ici, vous voyez bien la houle qui disparaît complètement ici parce qu'on est sur de la vase. Et le sable qui est redistribué, qui bute contre la vase encore là. Et quand plus la vase va disparaître, plus le sable va pouvoir se regagner donc, ce secteur de la plage. Alors, ça on l'a bien montré sur les plages de l'île de Cayenne, mais on ne le voyait pas trop sur les autres plages, et en fait, on n'avait pas l'occasion on n'a pas eu l'occasion de le constater avant sur les autres plages, et en fait, on a des situations qui sont assez similaires sur les plages de Kourou et aujourd'hui à Yalimapo. Alors justement, la situation actuelle du littoral de Yalimapo, je pense que vous en avez tous entendu parler. Aujourd'hui, il y a vraiment une érosion très très importante de ce secteur de la plage. Vraiment, ici, oui, qui préoccupe beaucoup, évidemment, les habitants. La collectivité et les services de l'État qui sont en charge de trouver donc, des solutions de gestion de ce recul du trait de côte. Alors je voudrais juste rappeler que la situation de cette plage qui se situe à l'embouchure du Maroni, en fait, il faut la resituer dans un contexte global pour comprendre ce qui se passe. Hein, donc à des échelles spatiales et temporelles beaucoup plus importantes. Donc spatiale, on imagine bien avec les bancs de vase, donc on monte jusqu'à l'Amazone.
Et puis, au niveau temporel, on a des processus à des échelles multidécennales et puis des processus à l'échelle tidale de la marée, d'ailleurs journal quotidien. Donc c'est des imbrications d'échelles et de processus qui font qu'on a une situation qui est aujourd'hui assez complexe et qui donc préoccupe aujourd'hui beaucoup de personnes. Alors juste pour signaler qu'en fait on a montré dans des travaux récents que l'estuaire du Maroni était en fait une forme en transition vers un delta. Comme il y en a deux à l'échelle régionale, hein, il y a le Maroni et les Sequibo au Guyana, qui ont des fonctionnements qui ressemblent un peu à des deltas avec une progradation de la côte liée à des apports successifs pour le Maroni de sable, parce qu'on a beaucoup de sable qui arrive par le Maroni, et puis la vase, vous voyez, on a une espèce de millefeuille ici, sable, vase, et une progradation de la plaine côtière plus importante côté Suriname, parce que le transport régional se fait vers le nord-ouest de sédiments. Voilà, alors juste pour rappeler un peu l'évolution de la Pointe Isère et de la plage de Yalimapo, et depuis les années 50, on avait, vous voyez, en 1955, sur cette photo aérienne ancienne, une Pointe Isère très développée avec donc de la mangrove. On avait jusque, vous voyez, presque 3 km de mangrove qui, au fur et à mesure, sur les 70 années suivantes, a reculé, et jusqu'à l'ouverture d'une brèche dans l'ancienne Pointe Isère, l'ouverture d'une brèche par l'érosion, et la sortie du fleuve Mana par cette nouvelle brèche. Donc l'abandon de l'ancienne embouchure, et donc ce qui reste de la Pointe Isère ici, qui est devenue une île, s'est rattaché à la côte devant le village d'Awala. Donc le village d'Awala, qui est un village de pêcheurs, qui avait accès à la mer où les tortues venaient pondre, aujourd'hui voit il y a quasiment 1 kilomètre de mangrove devant, donc sans plus d'accès à la mer. Donc la situation aujourd'hui, on avait une plage qui était étendue, hein, qui faisait presque 5 km entre le site de Vigie, vraiment à l'embouchure ici du Maroni, et la plage et le village d'Awala. Aujourd'hui, il reste à peu près 1,5 km de plage ici, mais plage qui a une très très forte dynamique liée au passage à l'avancée d'un banc de vase. Alors ce qu'on voit sur ces cartes, en fait, on a fait des différences entre ce qu'on appelle des modèles numériques de terrain. Ce sont des représentations en 3 dimensions de la surface de la plage. Donc, ici, en 2011 et 2013, on a fait la différence. Donc ça nous permet de voir les secteurs où il y a eu de l'érosion, ici en rouge, et les secteurs où, au contraire, il y a eu de l'accrétion, plutôt en bleu. Donc vous voyez, au début des années 2010, on avait un front d'érosion qui se situait dans ce secteur de la plage de Yalimapo, parce que le banc de vase qui arrivait était juste un petit peu avant, là, plus vers l'est, donc on se situait ici en zone interbanc et avec une érosion donc très très importante. Et puis on le voit ici sur ces levées plus récents, vous voyez entre 2019 et 2021, que ce front d'érosion s'est déplacé vers l'ouest, vers le Maroni, parce que le banc de vase a progressé vers l'ouest. Alors, on a une stabilisation du front d'érosion depuis à peu près 2017-2018, et on observe, ce dont on parlait tout à l'heure, un phénomène de rotation de plage, c'est-à-dire que le sédiment, le sable qui est érodé sur ces secteurs de la plage, en fait, il est transporté vers l'est, il vient se déposer dans ce secteur, ce que vous voyez en bleu. Hein.
Alors, vous avez sans doute déjà vu cette photo, hein, c'est en novembre 2019, lors d'une grande marée, hein, on a eu donc un phénomène de submersion qui, vous voyez, qui est venu, cette nappe d'eau de mer, hein, qui est venue sur la route hein, devant le village de... Alors, donc je vous disais, depuis 2017, on a ce front d'érosion qui ne bouge plus. Le banc de vase, en fait, l'avant du banc de vase, il ne peut pas aller plus loin parce qu'il y a un effet de chasse du marronnier qui l'empêche de continuer. Donc, c'est pour ça qu'on a depuis 2017 une érosion continue sur ce secteur de la plage. Voilà. Et un phénomène de rotation de plage. Alors, ce qu'on observe depuis quelques années, c'est que le banc de vase qui se situe sur l'ancienne pointe Isère ici est en train d'être érodé. On recule et on peut penser que lorsque, avec le recul du banc de vase, on va retrouver des courants qui vont être qui vont aller moins vers l'est, et donc on peut penser que on a une dérive littorale qui va se remettre en place, même avant le départ complet du banc de base. Ce que l'on voit sur cette image aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, du sable, il y en a. Hein. Vous voyez, tout ça, c'est du sable. Ici, c'est du sable. Ici, c'est du sable. Ici, c'est du sable. On a la plage ici. Ça, c'est un chenier, c'est du sable. Et puis, on a l'ancienne plage devant le village d'Awala. C'est du sable aussi. Donc, ce qui veut dire que quand le banc de vase va partir, tout ce sable qui est ici sera de nouveau disponible et devrait venir réalimenter la plage devant le village de Yalima. Et c'est ce qui a déjà été observé quand on discute avec les anciens du village. On disait que dans les années 50, la plage était à une position même encore plus proche des maisons que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc on a une fluctuation, une avancée, un recul de la plage lié à ces mouvements, à ces massifs de bancs de vase qui vont jouer sur le transport, et la morphologie des plages. Voilà, alors, maintenant, parce que c'était dans le titre de la présentation, on va parler un peu du changement climatique. Alors, quels sont les effets du changement climatique sur le littoral de Guyane? Qu'est-ce qu'on sait? En fait, on ne sait pas grand-chose. Parce que je pense avoir montré qu'il y a une telle variabilité, une telle fluctuation du trait de côte naturel lié à ces bancs de base que le signal changement climatique, il est très difficile à extraire de ces mouvements, on va dire, normaux, naturels. Donc c'est très très difficile. Aujourd'hui, on ne sait pas. Alors ce qu'on sait, par contre, on sait que le niveau de la mer monte. Dans la région, là, au niveau de la Guyane, on sait que si une étude de Météo France, sur la période 93-2012, montre qu'on a une élévation moyenne de l'ordre de 3,5 mm par an sur cette période. Dans un autre travail, là, alors qui considère depuis le début des années 50 jusqu'en 2000, donc là on a une élévation de l'ordre de 2 mm par an. Ça on sait. Par contre les effets de cette élévation sur la dynamique du littoral et sur la position du trait de côte sont aujourd'hui, on ne peut pas les observer. On a aussi des fluctuations cycliques. Ce que vous voyez ici, cette fluctuation, en fait, c'est lié à un cycle lunaire, c'est le cycle du Saros à 18,6 ans, qui fait que on a des fluctuations de l'ordre de 6 cm, vous voyez, entre la crête et le creux, qui vont jouer sur le niveau de la mer. Et ça peut jouer sur les surfaces de mangrove. On va le voir ici. Ce qui a été montré dans un travail très intéressant là, fait par Romain Valquin, un travail de thèse,
c'est que ce que vous voyez en vert ici, c'est les surfaces de mangrove à l'échelle de la Guyane entre 1950 et 2005. Vous voyez qu'il y a une grande variabilité des surfaces. Et quand on confronte l'évolution de ces surfaces avec des forçages, ici, les houles qui sont générées, les houles qui sont générées par ce phénomène océanoclimatique, la NAO, dont vous avez peut-être entendu parler, l'oscillation nord-atlantique, qui est générée par la position respective de l'anticyclone des Açores et de la dépression d'Islande, qui en montent et descendent les deux et vont générer des conditions qui vont se répercuter plus vers l'Europe du Nord ou plus vers l'Atlantique Sud. Et en période positive, lorsque la NAO elle est soit négative soit positive, en période positive, ça va générer des houles dans l'Atlantique plus importantes. Et vous voyez, qui vont expliquer en partie le recul des surfaces de mangrove. Alors, ce qu'on a aussi montré, souligné, c'est que avec le changement climatique, l'oscillation nord-atlantique est sujette à des perturbations. Et certains modèles suggèrent une plus grande fréquence des phases positives. C'est plutôt pas bon puisque on a vu que ça pouvait avoir des effets directs sur les surfaces de mangrove. Il y a aussi, dans le contexte de changement climatique, un relèvement des niveaux marins peut aussi entraîner un déplacement de la mangrove vers l'intérieur des terres. C'est logique, ça a été observé ailleurs dans le monde, ça pour le coup, au Brésil et en Australie, avec des niveaux de marins plus importants, eh bien, la mangrove pouvait coloniser des espaces qui étaient occupés avant par des marécages, ou alors remonter plus loin dans les estuaires, plus en amont dans les estuaires. Donc c'est très important de limiter l'aménagement du littoral guyanais. Alors je sais que c'est compliqué parce que 80% de la population guyanaise vit sur le littoral, mais il faut vraiment faire attention de vraiment maintenir des zones tampons. Les savanes jouent un rôle extrêmement important, les marais maritimes jouent un rôle extrêmement important. Et bon, je sais que ce n'est pas la tendance aujourd'hui, puisque l'aménagement va plutôt privilégier le remblai dans ces secteurs et la construction de lotissements. Donc, extrêmement important de conserver ces zones tampons qui donc permettront à l'écosystème de mangrove de se replier lorsque le niveau de la mer sera plus... Voilà, alors on a aussi, ce qu'on sait, c'est qu'on a observé qu'on avait des houles qui étaient plus fortes aussi depuis une vingtaine d'années, plus fortes, générées dans l'Atlantique tropical. Alors il y a aussi, a priori, il y aurait plus de cyclones qui se développent en Atlantique liés à un réchauffement des océans. Et donc, ce qu'on a montré dans des travaux qui datent d'une quinzaine d'années, c'est qu'il semblerait qu'on ait une accélération dans la migration du banc de vase. Je vous disais tout à l'heure que le moteur de la migration, c'était la houle, et qu'avec des houles plus fortes, du coup, ça pouvait générer des vitesses plus importantes. Et que ces vitesses de migration, elles pouvaient aussi avoir des effets sur les structures des mangroves, et notamment sur l'âge des mangroves. C'est-à-dire que le banc de vase va rentrer en érosion plus tôt qu'avant, et donc les peuplements de mangroves vont rajeunir, en quelque sorte. Donc ça, c'est des choses qu'on pense, qu'il faut encore travailler sur ces questions pour affirmer plus fermement ces impacts. Alors, là aussi, on s'attend à ça, c'est vraiment des tendances à échelle globale, des vagues de chaleur de plus en plus fortes dans le monde, qui sont les principales causes de dépérissement de mangroves dans le monde. On regarde en Australie notamment, où on a des grandes surfaces de mangroves qui ont disparu.
Et alors, question d'actualité, c'est les choses auxquelles on pense, nous, en ce moment, en voyant nos bancs de base devant Cayenne, hein, c'est que, est-ce que les fortes précipitations liées à des épisodes marqués, notamment de La Niña, comme ce qu'on connaît depuis 2 ans en Guyane, est-ce qu'il n'y aurait pas des effets négatifs sur la surface des vasières, avec de fortes précipitations qui vont en quelque sorte ralentir les processus de consolidation et jouer sur le lessivage aussi des surfaces et donc ralentir la pollinisation par la mangrove. Donc voilà, ça sont des questions que l'on commence à aborder. Voilà, et puis évidemment, on a vu que le principal forçage c'était quand même l'Amazone avec ses bancs de base. Donc, oui, des apports amazoniens avec le changement climatique. Alors, bien que le changement climatique, vous voyez, devrait engendrer plus de transport sédimentaire, plus d'érosion des Andes, parce que ce que j'ai oublié de vous rappeler, c'est quand même que la plupart des sédiments qui sont rejetés par l'Amazone sont le produit de l'érosion des Andes. Ils traversent tout le continent sud-américain pour être rejetés dans l'Atlantique. Donc avec un réchauffement et donc vraisemblablement des fontes de glaciers qui devraient libérer des sédiments, de plus fortes précipitations, on devrait avoir plus d'apports de sédiments. Mais avec les projets qui sont assez impressionnants de barrages sur les principaux affluents de l'Amazone, notamment le Solimões et le Madeira, je crois. Il y a des gros projets de barrages qui devraient bloquer les flux sédimentaires dans les retenues et donc limiter les apports à la côte. Donc évidemment ces réductions de si on a effectivement donc ces barrages devraient donc limiter aussi les apports au système des bancs de base amazoniens et donc avoir des répercussions à terme sur nos littoraux. Voilà, alors je voulais juste finir par cette petite diapo qui vous présente des outils qui ont été mis en place assez récemment en Guyane, justement pour acquérir des séries temporelles un peu régulières de données pour suivre justement l'évolution et pour pouvoir, je vous disais tout à l'heure, on est incapable de dire que c'est ce qu'on observe là, c'est dû au changement climatique, c'est aussi parce qu'on a très peu de données, on a très peu de séries temporelles. Donc on a mis en place des outils, donc les services de l'État, la DGTM, la DREAL à l'époque, avec le BRGM, opère l'Observatoire de la dynamique côtière, qui fait des mesures régulières sur les plages de Cayenne, de Kourou et d'Awala Yalimapo. Nous, on a aussi un observatoire, on fait partie d'un réseau national, et le site de Yalimapo est le site guyanais de ce réseau. Et puis, on a ce projet d'observatoire d'environnement côtier et de la biodiversité marine que nous portons avec le BRGM, qui devrait aussi, qui va permettre d'acquérir des informations plutôt là sur des paramètres plus environnementaux et sur les écosystèmes à proprement parler. Voilà, j'ai terminé et évidemment, si vous avez des questions, je serai ravi de les Merci Antoine Gardel pour cette présentation très enrichissante. On va pouvoir prendre un petit temps si les personnes ont des questions ou ont envie d'éclaircir certains points peut-être. Mais du coup, je vais en profiter puisque j'ai le micro pour poser ma propre question. Ces outils que vous venez de présenter, j'imagine qu'ils servent dans des moments de concertation et par exemple pour les problèmes d'érosion qui ont lieu en ce moment sur la côte d'Awala et Yalimapo. Est-ce que ces outils servent en ce moment même à pouvoir peut-être imaginer des solutions ou donner certaines directions pour répondre à ces enjeux-là, j'imagine? Oui, tout à fait. Justement,
typiquement, toutes les observations qui sont faites dans le cadre de l'Odyssée ou de l'INALI, les données qu'on acquiert depuis maintenant 5-6 ans sur ce secteur, on les a mis évidemment à disposition des bureaux d'études qui ont été mandatés pour faire des simulations. Et évidemment, le BRGM, vous savez, il a une casquette d'appui aux politiques publiques sur la question de risque. Donc, lui a émis des recommandations. Il y a certaines recommandations, notamment la solution qui paraît la plus viable en fait, pour temporiser. On parle de temporiser en attendant que le banc de base parte et que le sable revienne. Ça serait de faire du rechargement de sable, c'est-à-dire aller prendre du sable un peu dans l'embouchure. Ce que je montrais tout à l'heure, là, il y a beaucoup de sable. Et puis de venir recharger la plage, ce qui permettrait de limiter le recul. Bon, ces solutions sont réglementairement très compliquées à mettre en œuvre, d'autant plus qu'on est, en plus de ça, on est sur une réserve naturelle. En plus avec des espèces emblématiques qui viennent pondre, donc il faut s'assurer que le sédiment qui sera mis sur la plage soit vraiment propre, qu'il n'y ait pas de contaminé. Et c'est vrai qu'avec le marronnier, et on sait l'activité de leur paillage en amont, la présence de mercure peut-être je pense qu'on va certainement en trouver dans l'embouchure. Voilà, mais voilà, donc effectivement, ces outils sont consultés, on apporte des expertises, on apporte voilà, et puis après c'est aux collectivités et aux services de l'État de prendre les décisions. Merci. Quelqu'un souhaite-t-il poser une question, demander des éclaircissements? Oui, je vois par là-bas, j'arrive. Ah, non, c'est vrai? Je suis pas sûre qu'à l'autre bout de la salle, ils vous entendent. J'arrive avec le micro. Alors, je vais essayer en tout cas. Alors, à quelle vitesse se déplacent les bancs de base et quels sont les espaces interbancs entre deux bancs de base? Quand nous sommes en intervalle entre deux bancs de base, est-ce que la mer va devenir, est-ce que les roches, tout ça, seront désenvasées? Ben oui. Parce que nous avons déjà assisté à ça, alors je voudrais savoir ce que ça va se reproduire. Ah ben ça va se reproduire certainement si on se retrouve en position comme ça, interbanc, avec de la houle qui rentre. Bon, de toute façon, on le voit très bien sur les plages par exemple sur la plage de Montjoly, où il y a eu des enrochements qui ont été faits à la fin des années 90, au début des années 2000, qui ont complètement disparu sous le sable et qui commencent à revoir qu'on va revoir dans 2 ans, je pense, 1 an, 2 ans au niveau de Montravel, ou peut-être avant. Donc ça, c'est tout à fait possible. Alors la vitesse après de déplacement des bancs, je vous disais, on est en moyenne de l'ordre de 2. Les dernières études ont montré qu'on était autour de 2,5 km par an. 2,5 km par an, la vitesse de migration des bancs. Mais à quel moment on aura ce trou là, le trou entre deux bancs de base? Pardon? À quel moment on aura le trou entre deux bancs de base? Dans quelle date? À quelle date on aura le trou entre deux bancs de base? Ça dépend. Où en fait? Ça va changer là. Où est-ce que vous vous situez? Parce que c'est très important pour la couleur. Ah oui, non mais ça je suis. Oui. C'est important pour la couleur de l'eau, c'est important pour la pêche. Alors. Pour beaucoup de choses, c'est important. Alors pour la couleur de l'eau, malheureusement, on est quand même. On reste quand même dans les marrons. Alors il y a avec des dégradés. Il faut aller un petit peu plus loin pour avoir des. Bon. En saison sèche, avec la rétroflexion, le courant de rétroflexion qui emporte une partie des sédiments. Oui, 21 jours. Ouais. Non, mais j'ai vu aussi devant l'IRD, là, on voyait le fond de l'eau. Il y a une année, c'était il y a 4 ans, je crois. Tout le monde s'est posé la question, qu'est-ce qui arrive? On se croirait en Méditerranée. Mais bon, je l'ai vu qu'une seule fois. Mais oui, non, mais effectivement, ce sont des questions qui sont très importantes. Et d'où aussi l'importance d'avoir mis en place ces outils qui permettent justement de suivre et de pouvoir justement
prévoir ce qui va arriver et quand. Hein. Oui, bonsoir. Merci et bravo pour cet exposé très, très clair, très pédagogique. Dans les outils de surveillance, je ne vois pas d'exploitation d'images, par exemple, satellitaires. Est-ce que je vois pas, par exemple, le logo du CSG ou d'Arianespace? Est-ce que vous exploitez des images satellitaires? Oui, beaucoup. On travaille beaucoup avec D'ailleurs, on a beaucoup de financement du CNES. Alors, j'ai pas mis les logos de tous les financeurs parce qu'on aurait beaucoup, mais on utilise beaucoup la télédétection et c'est certain que la station 6 est un outil qui est extrêmement important pour suivre la dynamique du littoral. Donc, ce sont des outils qu'on utilise comme d'autres outils, hein, mais voilà, ça reste des outils pour nous de suivi du littoral. Oui, on utilise beaucoup. J'ai une petite question aussi. Je voudrais savoir. Alors, c'est dans l'ordre des préconisations pour l'aménagement du littoral, donc à l'attention des collectivités locales. Je voudrais savoir si elles se sont vraiment saisies de cette question, parce que on parle aujourd'hui de développement du tourisme, donc ça passe par l'aménagement d'espaces, et notamment les espaces côtiers, de bordure de mer, par exemple. Je voudrais savoir où ça en est, à quel niveau elles en sont de la réflexion. Alors je sais que vous n'êtes pas spécialiste forcément de cette question, je sais qu'il y a le BRGR qui concerne, etc. Mais est-ce que vous pouvez quand même nous en dire un petit peu plus? Parce que c'est quand même une préoccupation très actuelle. Alors, c'est une prise de conscience qui est assez récente, hein, de prendre en compte la dynamique du littoral dans les projets d'aménagement. C'est récent. Hein. Nous, quand on a montré ces premiers mouvements de sable là, sur la plage de Montjoly, donc c'est le début des années 2000, on a fait un rapport pour la mairie, on a fait... ça n'a pas vraiment été pris en compte, en fait. Voilà, puisqu'on a vu que des permis de construire avaient été délivrés après, etc. Voilà. Donc, quand je dis récent, je pense il y a 5 ans, entre 10 et 5 ans. C'est vraiment, voilà. Et ça dépend aussi, je pense, des communes. Ça dépend des communes. Il y a des communes, alors il y a peut-être plus d'enjeux aussi, hein, sur certaines communes que sur d'autres, qui font que... oui. Juste pour compléter, ma série, cette question-là est aujourd'hui mieux prise en compte effectivement par les collectivités locales. Et au niveau de l'Observatoire de la dynamique côtière, c'est aujourd'hui un outil qui est intégré par la participation effective des collectivités et des intercommunalités. Effectivement, dans l'exemple notamment des grosses érosions qu'on a connues sur Kourou, il y a eu cette prise de conscience et aujourd'hui, donc l'observatoire est un outil sur lequel les communes et les intercommunalités sont partie intégrante et bien entendu les données sont aujourd'hui récentes, comme le disait tout à l'heure Antoine dans l'exemple de la barrière, de la clôture qui était prolongée. On connaît des effets de mémoire trop courte encore, donc ces outils-là vont certainement permettre de conserver, d'améliorer la connaissance sur cette dynamique et prendre en compte un certain nombre de dispositions qui vont donc permettre aux collectivités de mieux assurer un certain nombre d'outils de conservation et de mieux penser l'aménagement de ce trait de côte. Je voudrais un peu rebondir sur ce qu'a dit monsieur, parce que sur les projets, justement, il y a eu cette histoire du Laribo, on a détruit une partie de mangrove, est-ce qu'ils vous ont consulté avant? Il y a aussi, je pense, aux chênes brisés,
cette résidence, les pieds dans l'eau, qui est en train de se construire. Enfin, voilà, je comprends hein, que ces outils servent aux collectivités, mais en fait, en réalité, on est quand même dans une urgence, et quand on voit ce qui se passe dans le développement littoral ici, que ce soit destruction de mangroves pour un projet de centrale, construction de résidences pour finalement de la spéculation immobilière, je voulais savoir quel impact en fait toutes ces études, comment sont-elles consultées vraiment? C'est plus par rapport à monsieur qu'à vous, la question. Voilà. Je le disais, aujourd'hui, on est au tout début. L'Observatoire de la qualité côtière, c'est un outil qui a 5-6 ans. Effectivement, les collectivités y participent depuis peu. Les effets, j'ai envie de dire, les grands effets, notamment, c'est surtout les grands événements là, de 2016 sur Kourou qui ont permis cette prise de conscience. Maintenant, il y a encore un certain nombre de permis de construire qui sont des projets privés sur lesquels les collectivités n'ont pas toutes prises. Hein. Donc c'est un début. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est plus effective. Je pense qu'on va avancer tranquillement. Il y a un peu une urgence quand même. Faut pas aller trop tranquillement. Moi, je veux bien poser une question. Un peu plus vite quand même, c'est très bien. Ouais. Là. Tranquillement, ça suffira pas. Oui, s'il vous plaît. Ouais, je voudrais revenir au corps et comment dire, aux espèces qui peuvent le stabiliser, tout ça. Est-ce que vous y êtes intéressé, par exemple, à la patata durand et à l'utilité que ça pourrait avoir d'un point de vue prévention des risques, par exemple, d'entreprendre des entreprises, des opérations de restauration écologique sur certaines zones, un peu pour justement stabiliser ce cordon dunaire? Ouais, alors déjà, on ne parle pas de dune en Guyane. Une dune est formée par un transport éolien, c'est pas le cas en Guyane. Et effectivement, on peut fixer des dunes en différentes régions du monde en plantant des œillats ou des arbousiers. Mais en Guyane, il n'y a pas de transport éolien et il n'y a pas de dunes. Il y a quand même une arrière-plage qui est stabilisée par une hippomée et ce genre de choses. Est-ce que ça, vous avez étudié, par exemple? Alors, il y a eu une étude qui a été faite dans le cadre de l'Odyssée, justement, sur les capacités de différentes espèces à se développer sur ce type de milieu. Après, sincèrement, moi j'y crois pas. Dans le sens où, quand on a de l'érosion, on voit bien, quand on a 500 mètres de mangrove qui dégagent avec l'érosion, je pense pas que des patates, je sais pas quoi, sur la plage vont résister. Donc, je reste assez sceptique sur ces... Ça risque de coûter assez cher pour, à mon avis, pas grand-chose. Ici. Allô. Ici. Bonsoir. Donc, j'aurais une question pour vous. Au tout début de votre intervention, vous avez montré le plateau des Guyanes et j'ai cru voir, je ne suis pas sûr, mais j'ai cru voir qu'effectivement il y avait une prise de conscience par rapport à tout ce qu'on dit, la protection de la mangrove et tout ça. Donc j'ai vu qu'au Guyana, effectivement, il y avait plein de personnes qui avaient participé. Je vois un drapeau guyanais, je vois même un drapeau de l'Union européenne. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Moi je suis guyanais, j'aime beaucoup mon pays, mon département. Je me demande si d'autres pays, le plateau des Guyanes, le Brésil, eux, s'ils ont une prise de conscience, ils ont déjà peut-être trouvé des solutions, ou ils sont en train de chercher quelle collaboration avec ces personnes-là, puisque nous, on va dire que l'Union européenne, c'est un peu nous, donc on les aide un peu, prise de conscience, millions, tout ça. Mais nous, en Guyane, il se passe quoi? Alors, justement, on est en train... depuis quelques années, on a commencé à tisser un peu un réseau à l'échelle régionale. On a commencé à contacter soit des personnes, des scientifiques, nos homologues à l'université Anton de Caume ou à l'université de Georgetown, ou alors des ONG comme le WWF qui est très actif au Guyana et au Suriname sur ces questions de mangroves, mais aussi des
des organismes qui dépendent du gouvernement, notamment au Guyana. Voilà. Et donc, depuis 2-3 ans, on a commencé à discuter. Et ce qu'on aimerait, c'est mettre en place en quelque sorte un observatoire à l'échelle régionale autour de ces questions. Voilà, et de faire profiter de l'expertise qu'on a pu acquérir, nous, avec nos 20 ans, 25 ans de travaux d'observation sur la Guyane, faire profiter les pays voisins. Mais on est dans cette démarche, oui, de coopération. Ok, donc du coup, là, vous êtes en train de me dire que ce sont vos recherches à vous qui vont bénéficier aux pays d'à côté. Encore une fois, la question c'était un petit peu plus l'inverse, ça veut dire qu'eux, ils ont peut-être déjà mené des actions, enfin, ils ont des panneaux de prévention, des choses comme ça. Nous ici, à ce niveau-là, au niveau de la communication, du projet de préservation, je pense qu'il y aurait peut-être aussi, enfin, je dis pas que bon, faut juste mettre un panneau comme eux avec, pour protéger la mangrove ou quoi, mais effectivement, on va dire que c'est un petit peu plus urgent pour eux, mais enfin, moi j'aime bien m'occuper de chez moi d'abord avant de m'occuper chez les autres. Et effectivement, vous me dites ça, mais enfin. Le Brésil aussi, c'est un grand pays à côté. Ça fait des années qu'ils ont de la mangrove. Enfin, ils en ont peut-être un peu aussi autant que nous ou plus. Enfin, ils n'ont pas trouvé de solution. Personne dans le monde, parce que vous m'avez dit qu'effectivement, il y a des tentatives d'implantation de mangrove, des choses comme ça. Il n'y a personne dans le monde qui peut nous aider un petit peu. Enfin, c'est forcément à vous de mettre des outils en place et puis que vous allez aider le monde. En fait, c'est ce que alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les chercheurs, notre principal travail, c'est quand même de lire des articles scientifiques ou d'écrire des articles scientifiques pour partager justement les nouvelles connaissances à l'échelle internationale. C'est-à-dire qu'on publie dans des revues internationales et on a des échanges avec des gens qui viennent de partout. Et voilà, en fait, on fait améliorer la connaissance, mais de façon générale. On ne reste pas évidemment centré sur nos petites problématiques, ça serait ridicule, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été développées ailleurs et qui nous servent. Et nous, ce qu'on fait, en l'occurrence, sur mieux comprendre les processus de colonisation, ça, c'est vraiment des choses qui viennent de la Guyane, qu'on a apportées nous, et des nouvelles connaissances qui sont utilisées un peu partout dans le monde. Ok, merci, ce sera tout pour moi. Ça marche pas. Je sais pas. Si. Je voudrais savoir jusqu'à quel niveau on peut s'envaser, personnellement, sur la plage de Montjoly en particulier. Et deuxième question, sur le désenvasement pour le coup du Mahuri pour laisser rentrer les cargos. Le coup Comment ça se passe et quels sont les effets secondaires de ce processus, quoi, qui n'est pas naturel? Sur le coût du dragage, alors le coût du dragage, c'est effectivement énorme. Hein. Je crois que le port de Dégradé-Cannes doit être le port le plus cher au monde, du fait d'un entretien quasiment permanent de son chenal d'accès. Je ne sais plus, faudrait demander, je ne sais pas s'il y a des gens du Grand Port ici, je crois qu'il y a quelques années, c'était 6 millions d'euros par an uniquement pour l'entretien du chenal. Donc derrière, effectivement, ils sont très intéressés par les avancées aussi de nos travaux. D'ailleurs, on est souvent financé par le Grand Port justement pour améliorer les connaissances qui leur permet, eux, derrière, de mieux se projeter et de gérer les marchés de dragage, parce que c'est voilà, d'essayer d'optimiser au mieux. L'impact du dragage sur quoi? Sur la mangrove, sur le... Alors, je suis pas sûr, mais on n'a jamais vraiment travaillé sur la question. Je suis pas sûr qu'il y ait un impact important, parce que bon, tout à l'heure je vous parlais quand même de la dimension des bancs de vase et le chenal en lui-même c'est dérisoire par rapport au volume
banc de base. Mais ça vaudrait peut-être effectivement le coup de se pencher et de faire des études pour voir quel pourrait être l'impact du dragage sur, peut-être tout simplement sur l'hydrodynamique aussi de l'estuaire. Il y a forcément un impact. Après, ce qu'il faut faire très attention, et ça parce qu'on travaille aussi beaucoup sur le Maroni, avec le port de l'Ouest et la CCOG, et il faut faire très très attention, si on commence à draguer de plus en plus profond pour faire rentrer des bateaux de plus en plus gros, derrière, ça implique que la marée rentre plus loin dans l'estuaire, plus de salinité en amont, et plus de sédiments aussi, de bouchons vaseux, ce qu'on appelle les bouchons vaseux, qui vont pénétrer dans le fleuve. Et donc derrière, ça implique plus de dragage, des problèmes d'eau potable, enfin voilà. Donc il faut faire très très attention à ce qu'on fait. Et ça a été montré dans la plupart des grands ports, notamment européens, Rotterdam, Anvers et des ports français, c'est que aujourd'hui il y a des gros problèmes qui sont liés à ces dragages et l'approfondissement en fait des chenaux pour faire rentrer les plus gros bateaux. Il n'y a pas à ma connaissance, j'ai jamais entendu parler de cas mortels. Non, en général, on s'arrête à peu près aux hanches. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Alors, sur Saint-Laurent-du-Maroni, il n'y a pas encore de dragage. Il y a un dragage qui est... parce que, évidemment, les activités portuaires dans l'Ouest sont amenées à se développer, parce que 50% de la population guyanaise est dans l'Ouest, et qu'aujourd'hui, c'est une aberration de faire voyager les porte-containers par la route. Enfin, les camions pour transporter les containers par la route, qui n'est pas en très bon état. Donc, il y a effectivement des projets de dragage du chenal. Alors, je trouve que le Maroni il y a plus de tirants d'eau, il y a quelques points effectivement qui posent problème, mais on est sur du sable dans le Maroni, c'est pas de la vase. Alors, il y a quand même un bouchon vaseux. Mais voilà, donc ça, c'est une problématique sur du sable voilà, mais ils y travaillent et il y a des études en cours justement pour voir aussi, pour savoir quel serait l'impact du dragage sur la dynamique du sable. J'ai une question, enfin j'ai deux questions. Tout à l'heure, le monsieur parlait des moyens de protection qui pouvaient éventuellement être mis en place et pour lesquels vous soulignez que vous êtes sceptique. Vous nous avez montré tout à l'heure un petit immeuble sur la plage de Montjoly avec un enrochement devant qui est maintenant disparu, qui va pas tarder à réapparaître. Il se trouve que des deux côtés de ce petit immeuble, il y a des espèces de boudins de sable qui sont plus ou moins sous le sable. Je me demandais si vous pensiez que ça sert à quelque chose ou ça sert à rien, parce que c'est aussi une partie de la solution qui a été proposée à un moment donné pour Yalimapo. Enfin, en ce moment, ces jours-ci. Et puis une autre question, je me demandais quelle était la qualité et est-ce que les vases étaient pollués, les vases qu'il y a devant Cayenne, etc., par rapport au mercure, au plomb. Alors, les stabiplages, les boudins. Alors, c'est une question qui est... Alors, le fait d'avoir mis des stabiplages sur la plage de Montjoly, à mon sens, et je l'ai dit, et je me suis fait traiter un peu de tous les noms par la mairie, moi, je trouve c'est une aberration. Sous la pression d'un syndicat de riverains, en vue d'échéances électorales certainement, je ne sais pas, donc on a décidé sur des fonds Barnier, fonds d'État, de mettre ces stabiplages. Pour moi, c'est dangereux dans le sens où, comme on l'a vu, le stock de sable, il se balade d'est en ouest. Et si on le bloque quelque part, à un moment donné, il va y avoir un déficit derrière. Donc plus d'érosion derrière, et pour les petits copains de l'autre syndicat, voilà. Donc pour moi, c'est pas une bonne idée. Là, je pense dans pas très très longtemps,
la houle va venir commencer à attaquer ce secteur. Et je vois François du BRGM qui est là, qui suit justement de près l'évolution du secteur. Il pourra peut-être en dire un mot. Mais enfin, pour moi, c'est pas une très très bonne idée. Voilà. Et l'autre question, c'était... Alors, la qualité des vases... Alors, évidemment, si vous allez dans le canal Lossat, c'est pas génial. Mais ou devant Cayenne à la sortie de la Crique Montabo, ouais, il vaut mieux éviter aussi. Mais globalement, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup d'études hein, en bactériaux ou sur la contamination. Je crois que il y a pas, elles sont plutôt en bonne. Voilà. Faut demander dans le cadre de la DCE, il doit y avoir des suivis. Faudrait voir avec l'office de l'eau. Je ne sais pas s'ils sont là ou. Il y a quelqu'un de l'office de l'eau? C'est eux, les chercheurs, ils n'ont pas des problèmes dermatologiques comme ça, Oui, alors concernant la DCE, moi je ne pourrais pas vous apporter une précision sur les vases, puisque je m'occupe plutôt du suivi qualité environnement des eaux, donc que ce soit criques, fleuves, etc. Mais par contre, on peut se douter que dans les vases, il y a une pollution. En effet, par bioaccumulation, il est fort probable qu'on retrouve des traces métalliques dedans, notamment le mercure, mais aussi d'autres polluants. Voilà. Alors, dans l'eau, on les retrouve, mais plutôt à l'état de traces. Tout dépend de ce qu'on cherche à étudier. Alors, et ça dépend des zones aussi. S'il y a des zones qui sont plus, alors du coup plutôt agricoles, où il y a des pesticides, etc., qui sont utilisés. D'autres, il y a aussi l'activité minière qui joue énormément, donc l'aurifère. Donc selon où sont situées ces pressions, on va dire, sur le continent, on n'aura pas la même répartition au niveau de la qualité des cours d'eau et du coup du littoral aussi. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. On va terminer sur une toute dernière question parce que le temps file et on va devoir malheureusement prendre une dernière question ici. Je suis désolée. Oui, bonjour, je suis Michel Duboulier. Juste quelques précisions concernant le Awala Yalimapo. Ils ont l'intention de pomper 40 000 m3 dans les Maronies de sable pour réensabler la plage, en espérant qu'effectivement ça recrée un cycle normal qui pourrait se mettre en place. Ce qu'il y a, c'est que, comme l'a dit l'intervenant tout à l'heure, en début de question, en Guyane, le phénomène des vasières, on le connaît, on le vit. On sait qu'il y a des cycles qui se font entre 8 et 13 ans, entre deux bancs de vases, par rapport justement à cette vitesse qui est variable, qui n'est pas très stabilisée, mais qui permet quand même malgré tout de pouvoir voir que effectivement, excusez-moi mais je ne peux pas. Donc on n'arrive pas. Donc si vous voulez, aujourd'hui, les vasières sont non pas un handicap, vous dites, mais au contraire une utilité. Mais l'urbanisation des communes qui sont sur le littoral, et on l'a souligné, je m'excuse, mais il est inadmissible que les PLU ne prennent pas en considération justement les 50 pas géométriques, les lois littorales et compagnie, et que dans des intérêts, vous l'avez souligné, s'il le faut, électoral, ou d'autres intérêts financiers ou privés, quand vous voyez que la mangrove du Larivot a vendu 15 millions, alors qu'on sait que c'était pas possible de construire, on voit qu'il y a des intérêts qui rentrent en jeu. Donc, sur cette base-là, je crois qu'il faut qu'on fasse très attention, les élus et les collectivités, pour éviter justement d'avoir à bâtir le long du littoral, ne pas avoir à se poser la question après de comment on va faire pour pouvoir résolver ces problèmes-là. Ce qu'il faut savoir après, enfin, c'est que concernant l'érosion,
l'État refuse de prendre en charge le phénomène d'érosion, mais prendrait en considération uniquement la submersion marine. Et on voit bien qu'en termes d'érosion, alors qu'on me dise que la submersion marine est prise en compte et pas l'érosion, dites-moi si la submersion marine ne constitue pas aussi un élément de cette érosion. Ça, je ne sais pas trop quel est le jeu qui est entre les deux, mais c'est inadmissible. Donc aujourd'hui, les collectivités vont être le dos au mur, et pour le moment, elles ont l'obligation de mettre dans leur PLU justement ce problème d'érosion. Il y en a 3 qui l'ont fait, c'est Cayenne, Makouria et Awalaya Limapo. Mais on se rend compte que toutes les communes du littoral, vous l'avez souligné, Kourou, Rémire. Alors Rémire, je peux vous dire que du côté du port, moi je pratique de la voile sur un club qui est tout près du port, et le phénomène de désenvasement et d'érosion de la côte est déjà bien entamé avant le port. À partir de là où il y a une cale sèche qui est là pour mettre les bateaux à l'eau, si vous allez de l'autre côté de la cale, vous verrez, c'est déjà désenvasé et ça commence déjà à grignoter la côte. Juste un complément d'information. Merci. Merci. Merci à tous et merci pour cette participation très enrichissante également. J'en profite juste pour terminer, pour dire si certaines personnes veulent approfondir la thématique. Monsieur Antoine Gardel a co-dirigé un livre qui reprend un petit peu les thématiques des estuaires et des côtes de Guyane, donc co-dirigé par Antoine Gardel et Damien Dévy. Qui approfondit également les enjeux sur les aspects sociaux, économiques, historiques, en fait, qui est très complet sur ces thématiques-là. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller le consulter. Alors, oui, il est en... soit vous le trouvez à la Casablanca. Alors, il est sorti au mauvais moment avec le confinement. Ça fait un peu un flop, mais ça a assez bien marché en métropole parce qu'on le trouvait aussi dans certaines FNAC et il y a beaucoup d'anciens Guyanais qui l'ont acheté justement et qui ont fait des commentaires qui étaient assez sympathiques. Mais voilà, donc il est disponible. Je crois qu'il y a encore du stock à la Casablanca. Je me demande si on ne le trouve pas aussi en supermarché. Et il est à la bibliothèque aussi. Et non, sinon pour ceux qui ne peuvent pas l'acheter, ne veulent pas l'acheter. On a décidé qu'il soit disponible aussi en open access. Donc vous pouvez télécharger sur le site de la maison d'édition. À télécharger sur le site de la maison d'édition, voilà, en ligne. Le PDF. Merci beaucoup, merci pour cette présentation, Antoine Gardel. Merci à tous encore une fois d'être venus très nombreux ce soir. On vous retrouve, j'espère, le 2 juin. Alors, le 2 juin, au Café de la Gare également, pour un prochain café des sciences sur un prototype de pirogue solaire en construction. Donc on espère aussi vous retrouver ici le 2 juin. Et évidemment, on remercie toute l'équipe du Café de la Gare de nous accueillir ici depuis plusieurs années. Donc, merci beaucoup Anthony, le gérant, qui nous accueille, et à toute son équipe. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à tous et puis à bientôt. Ouais, voilà, ouais, c'est ce que je voulais dire, comme si des personnes veulent l'acheter, qui n'a pas d'internet, qui n'a pas de site, on savait qu'il fait tout sur Instagram, et il y a des il est super, même si on n'a pas une culture scientifique, parce qu'on a pas là-dessus,